Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation et le groupe d'insuffisance cardiaque de l'invitation à ces journées, qui se déroulent cette année sous une forme un peu particulière. Nous allons donc poursuivre cette session en évoquant cette fois la pratique de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque en cabinet libéral. Vous savez que les conditions d'inclusion des patients dans un programme de télésuivi de l'insuffisance cardiaque ont été modifiées avec un assouplissement important des critères d'inclusion par décret, avec notamment la suppression du critère d'hospitalisation, la suppression des critères de classe NYHA2 ou supérieur, et également la suppression du critère biologique. Cet assouplissement des critères a été responsable d'une augmentation d'inclusion des patients dans les programmes de télésurveillance. Pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'en France, environ 6000 patients sont suivis en télésurveillance pour l'insuffisance cardiaque. Je vais vous prendre par exemple les données de Satellia, qui est le système qu'on utilise actuellement. Au 31 août, il y avait 2200 patients suivis par 370 cardiologues. Vous voyez que c'est réparti de manière à peu près équitable entre les cardiologues hospitaliers et les cardiologues libéraux. Eh bien, avant l'instauration du confinement, il y avait un rythme d'inclusion qui était d'environ 120 inscriptions par mois dans le programme de télésurveillance. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, eh bien vous voyez que le rythme des inclusions a nettement augmenté puisqu'il a globalement été multiplié par 4. Et cette augmentation, elle a été pour une bonne part liée à une augmentation d'inclusion par les cardiologues libéraux et également hospitaliers. Plusieurs raisons à cela. Évidemment, l'assouplissement des conditions d'inclusion, comme évoqué précédemment, le développement des consultations vidéo et également une période de temps pendant laquelle il y avait des consultations possibles par téléphone sans contact vidéo sous certaines conditions. Et vous voyez ensuite que, suite au confinement, depuis la mi-mai, le rythme des inclusions a été réduit, mais reste à un rythme relativement soutenu et qui est globalement 2 fois supérieur à ce qu'il était avant le confinement. Alors, pour vous présenter l'intérêt de la télésurveillance tel qu'on peut le faire dans un cabinet libéral, je vous propose de vous présenter 2 exemples qui montrent 2 aspects différents bénéfiques de la télésurveillance dans ce contexte. Le premier exemple, c'est celui d'une patiente qui est suivie pour de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, avec antécédent d'hospitalisation à l'occasion de passage en fibrillation atriale. Alors cet exemple, il n'est pas anodin parce que vous savez que les patients insuffisants cardiaques avec fibrillation atriale, eh bien c'est un sous-groupe de patients qui a été identifié comme tirant bénéfice de la télésurveillance, notamment dans une analyse post-hoc de Team HF2. Donc cette patiente, finalement, qui allait bien, qui était stable, on a débuté sa télésurveillance pendant le confinement, à une période où elle était asymptomatique. Alors vous voyez qu'au début tout se passe bien, pendant environ 1 mois la patiente reste asymptomatique et puis environ 1 mois après son inclusion, on reçoit une alerte orange qui nous dit que elle va un petit peu moins bien, elle a pris du poids, elle a pris environ 3 kilos, elle se sent plus essoufflée au repos et elle a également des signes de rétention hydrosodée qui sont apparus avec des œdèmes des membres inférieurs. On la voit en consultation et on constate qu'en fait elle est repassée en fibrillation atriale. Les données échographiques sont concordantes avec les données cliniques et retrouvent une élévation des pressions gauche et droite. Suite à ça, on augmente la posologie de ces diurétiques et on envisage une cardioversion électrique après l'instauration d'un traitement antiarythmique par amiodarone. Et vous voyez que les choses vont pas s'améliorer très rapidement puisque quelques jours plus tard, on reçoit une alerte rouge cette fois, nous disant que la patiente se sent beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus essoufflée et que son état s'est aggravé. On anticipe donc la cardioversion électrique en ambulatoire qui permet la restauration du rythme sinusal. La posologie des diurétiques est ajustée à cette occasion et on discute avec elle de l'éventualité d'une nouvelle procédure d'ablation. Et d'ici là, on poursuit le traitement par amiodarone.
Alors vous voyez ici que la télésurveillance c'est assez visuel parce que ça nous permet de voir directement l'effet des modifications thérapeutiques et on voit que suite à ça, globalement elle va un petit peu mieux mais sans revenir néanmoins à son état antérieur. Tant et si bien qu'environ un mois plus tard, nouvelle alerte, la patiente se sent de nouveau moins bien, elle est revue, en fait on constate qu'elle a récidivé sa fibrillation atriale en dépit du traitement antiarythmique par amiodarone. Le contrôle de cadence ventriculaire est déjà maximal, la dose de diurétique est ajustée, et on lui programme une procédure d'ablation de fibrillation atriale. Suite aux modifications, de nouveau, elle est un petit peu mieux et finalement, un mois plus tard, elle peut avoir le traitement qui permet de restaurer son rythme sinusal et de régler le problème. Et donc, vous voyez que la télésurveillance permet ici de pouvoir réagir au moment où la personne en a besoin. Pendant la période où cette patiente allait moins bien, eh bien finalement, il n'y a eu aucune hospitalisation imprévue, il n'y a eu que 2 brefs séjours hospitaliers programmés, un séjour en ambulatoire pour le choc électrique et un séjour programmé pour effectuer l'isolation des veines pulmonaires. Tout le reste a pu être géré à domicile et simplement en consultation. Donc la télésurveillance, ça permet ici, chez ce type de patient, un suivi rapproché de l'état clinique et d'identifier assez rapidement l'aggravation pour pouvoir intervenir rapidement et éviter des hospitalisations imprévues. Le deuxième exemple que je voudrais vous présenter, c'est un exemple qui est totalement différent. Ici, c'est un patient qui est âgé de 72 ans, qui a un antécédent d'infarctus du myocarde ancien, pour lequel il garde une dysfonction ventriculaire gauche. Pardon. Il est porteur d'un défibrillateur prophylactique et il a un traitement médical qui est globalement optimal. Ce patient, il est asymptomatique. Vous savez qu'il y a un certain degré de controverse sur le fait de savoir s'il faut inclure ou pas les patients insuffisants cardiaques qui finalement vont bien. De mon point de vue, c'est important de les inclure, ces patients, parce que finalement, ça va nous apporter beaucoup d'informations et peut-être éviter certaines consultations et certains actes. On va en discuter. Finalement, ce patient-là, quand on regarde sa courbe, on voit qu'il va parfaitement bien. Il est totalement asymptomatique et le fait d'avoir la télésurveillance nous livre beaucoup d'informations pertinentes. On a l'information de son poids, on sait qu'il est asymptomatique dans la vie quotidienne, on sait qu'il n'a pas de signe de rétention hydrosodée, il a un traitement qui est optimal, il a accès à des séances d'éducation thérapeutique, il a accès à des vidéos d'accompagnement, donc ce patient, il va bien. Si on veut avoir des informations supplémentaires, on peut lui demander une ordonnance biologique d'un simple clic. Si on veut savoir son rythme cardiaque, on peut interroger son défibrillateur et on voit qu'il est sinusal, qu'il n'a pas d'épisode de trouble du rythme supraventriculaire ou ventriculaire. Donc finalement, ce patient-là, on a déjà beaucoup d'informations à distance et quel est l'intérêt d'aller le reconvoquer, d'aller le revoir en consultation pour lui refaire un énième électrocardiogramme, une énième échographie cardiaque? L'intérêt, il semble assez limité et la télésurveillance dans ce cas-là, elle est pertinente parce qu'elle nous apporte beaucoup d'informations de manière passive, de manière automatique, et ça va donc pouvoir être très utile. Et finalement, c'est là un des apports importants de la télésurveillance, c'est que d'un simple coup d'œil, quand on a notre liste de patients, eh bien on peut voir que finalement, ici, il y a un patient qui va pas bien. Et ce patient-là, on peut l'identifier et on va pouvoir le gérer, s'occuper de lui et lui proposer des traitements. Il va pouvoir bénéficier de l'expertise cardiologique. Et sur cette liste de patients, on voit que finalement, tous nos autres patients vont très bien. Ils sont asymptomatiques, ils sont stables. Et donc, chez ces patients-là, le fait de les identifier peut permettre d'éviter de programmer des consultations ou des actes qui vont apporter peu d'informations supplémentaires par rapport à ce dont on dispose à distance. Tout ça, c'est une affaire finalement de gestion du temps et la télésurveillance, elle est très utile pour ça, puisqu'elle va permettre d'identifier rapidement les patients qui vont pouvoir bénéficier de l'expertise cardiologique et ces patients-là, on va pouvoir leur consacrer du temps pour identifier la cause de la décompensation cardiaque et la traiter. C'est quelque chose qui peut être bénéfique en termes médico-économiques en réduisant les hospitalisations imprévues, mais également la télésurveillance, et c'est l'autre versant, elle va permettre d'identifier très rapidement les patients qui sont stables,
de disposer automatiquement de beaucoup d'informations utiles et pertinentes. Et tout ça, ça va nous permettre éventuellement d'espacer ou de limiter le suivi et les actes médicaux chez ces patients-là. Et donc c'est quelque chose qui peut également être bénéfique en termes médicaux et économiques. Donc pour conclure, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, en libéral comme à l'hôpital d'ailleurs. Le suivi longitudinal des patients, il va être utile parce qu'il va nous permettre d'identifier rapidement les signes annonciateurs d'une aggravation et de pouvoir ainsi éviter des hospitalisations imprévues. Et le deuxième versant qui est important, c'est celui d'un gain de temps très important chez les patients qui sont stables, chez qui on va pouvoir peut-être espacer le suivi ou éviter des actes qui ne sont pas forcément pertinents. Et ça rejoint des réflexions qui sont actuellement en cours sur la pratique de la cardiologie, mais qui ont lieu dans d'autres spécialités également. Vous savez que pendant le confinement, il y a eu environ 1 million de consultations d'annulées, et en fait, beaucoup de médecins se sont rendus compte que une grande partie de ces consultations, finalement, n'avaient qu'un intérêt assez limité. Beaucoup de consultations inutiles, de déplacements de patients inutiles, d'actes dont la pertinence n'est pas toujours justifiée. Et donc la télésurveillance, elle peut nous aider et finalement identifier les patients qui vont bien en espaçant le suivi et identifier ceux qui vont réellement tirer bénéfice de l'expertise cardiologique et leur proposer alors une prise en charge adaptée. Je vous remercie de votre attention.